On va continuer sur la question de l'utilisation logique et l'utilisation pragmatique en psychothérapie. Le thème, c'est le pot pourri marketing et la stratégie clinique. Alors, si on admet que le thérapeute est influencé par des mouvements internes ou externes à lui, à l'écoute de son patient, c'est-à-dire son histoire, ses attentes, le bouleversement de la rencontre, ses idéaux, ses théories, l'empathie, le transfert, etc., on peut imaginer qu'il fera appel à des théories psychothérapiques, des stratégies ou des techniques aussi en fonction de ces éléments. Il est important quand même de se représenter qu'objectivement, les thérapeutes restent des êtres humains qui sont soumis aussi au bouleversement de la rencontre et de l'inédit. Dès lors, comment ne pas non plus céder au travers d'une utilisation qui serait trop mécanique d'une pratique intégrative. Au fond, comment on pourrait faire la part entre une utilisation logique euh, sur le papier de certaines stratégies, de certains outils, et une utilisation pragmatique de tel ou tel élément, voire une utilisation qui serait moins démontrable, plus intuitive de la part du thérapeute. Et bien là, on est sur des questions qui sont bien concrètes et bien difficiles à balayer comme ça. Qu'est-ce qu'on peut penser des déterminants, des choix qui sont dits pragmatiques du thérapeute? Est-ce qu'on pratique par essai et erreur l'intégration? Ça, c'est aussi une autre question. On peut balayer la question en mettant l'accent sur le domaine de la recherche, mais ça ne répond pas à la question de savoir si l'éclectisme, c'est une ouverture ou plutôt une dispersion du thérapeute. Est-ce que c'est l'antidote au dogmatisme? On peut aussi se poser cette question-là. Il reste important de se demander quel est l'intérêt d'un changement d'outil avec les pistes de réflexion suivantes. Est-ce que changer d'outil serait plus adapté? Est-ce que ce serait plus logique? Est-ce que ça aurait plus de sens? Est-ce que ça vient combler une difficulté du thérapeute ou est-ce que ça vient combler une difficulté du patient? D'une manière plus globale, on peut noter un certain relativisme dans l'approche intégrative, voire une possible confusion par la même occasion, parce que ça peut créer un effet pot pourri au lieu d'un effet sur mesure qui est attendu, où les actions peuvent perdre malheureusement au final de leur sens, ou placer le thérapeute dans la position d'un technicien qui procéderait par essai et par erreur. Quand nous nous interrogeons sur l'éclectisme, nous pouvons imaginer que deux actions identiques peuvent avoir une signification différente selon la théorie qui la sous-tend. Ça n'est pas parce que nous utilisons une technique que nous ne faisons pas intervenir la théorie qui est rattachée en dessous. Ce qui semble faire la différence, c'est bien l'intentionnalité du thérapeute, sa conceptualisation de la situation. Euh, Mais croyons-nous vraiment que nous sommes complètement au fait de ce que nous faisons en tant que thérapeute, j'ai envie de dire. Je pense que ce serait surestimer la vision du thérapeute sur lui-même. Finalement, nous pourrions peut-être adhérer à l'éclectisme technique quand même, par échec d'une démonstration claire et univoque des liens entre les théories, les techniques et les stratégies. Croire que ces liens sont clairs et démontrables reviendrait à avoir une vision mécanique de la psychothérapie, ce qui ne me semble pas être une bonne chose. L'action thérapeutique est régie par des intentions cachées de la part du patient et du thérapeute. En ce sens, on pourrait dire que l'éclectisme est une position humble du thérapeute. Euh, Elle ne se targue pas d'avoir complètement compris le sujet et reste donc le plus simple, plus simplifié. Mais le souci de l'éclectisme technique, c'est qu'il propose l'utilisation de méthodes dans une visée pragmatique. Les fondements théoriques ne sont pas considérés, soit c'est leur aspect fonctionnel immédiat qui est malheureusement retenu. C'est le propos de Lazarus dans les années 60-70. Donc c'est bien le positionnement du thérapeute face à la théorie qui est questionné à travers cette notion d'éclectisme technique. Le risque, il est de déployer des techniques sans trop de cohérence ou de justification théorique, venant non pas répondre à une cohérence externe, un modèle, mais plutôt à des mouvements internes du thérapeute en réaction à ses angoisses, à la réunion de questionnements internes qui n'ont pas trouvé de réponse bien claire.
Donc finalement, on serait amené à déployer toute une somme d'outils, de faire une sorte de bricolage afin de réduire finalement un symptôme, un problème qui serait trop présent dans la rencontre. Avoir plusieurs modélisations en tête durant l'écoute d'un patient, ça peut nous amener à plusieurs pistes et ça pose la question du choix de laquelle emprunter. La route peut ne pas être claire ou plusieurs routes peuvent être empruntées en même temps. Alors, je vous pose quelques questions. Un thérapeute doit-il répondre aux besoins de son patient? Quelle théorie doit-il utiliser? Quelle stratégie? Peut-il suivre plusieurs hypothèses et en fonction de plusieurs théories? Doit-il garder l'hypothèse théorique la plus proche de ce que raconte le patient? Donc ça, c'est une vraie question. Le problème semble plutôt systémique, où le discours contient des éléments qui sont proches de la modélisation analytique. Donc je vais choisir plutôt la voie systémique ou plutôt la voie analytique. Quelle technique utiliser? Dans quel sens? Dans quel contexte? La directivité ne risque-t-elle pas d'interférer à un moment donné dans mon dispositif avec ce que j'ai envie de nommer le transfert? La non-directivité peut-elle rendre flou et inefficace des méthodes comportementales? Euh, donc vous voyez que l'attitude du thérapeute et son modèle théorique vont quand même un minimum ensemble. L'exploration des motivations inconscientes n'est-elle pas inutile dans une pratique comportementale? Est-ce que ce ne serait pas un non-sens de se représenter des théories à propos de chaque individu dans une thérapie systémique? N'est-ce pas une volonté du thérapeute de vouloir retourner au mode de pensée de causalité linéaire dans ce cas-là, plutôt que d'avoir recours à une vraie causalité circulaire comme on peut l'avoir en systémie? Qu'est-ce qui nous dit que le patient a pu se départir d'une phobie uniquement par conditionnement et pas également par un phénomène transférentiel ou par des phénomènes suggestifs ou par un accompagnement suffisamment empathique du thérapeute? Ça, on ne peut pas le savoir, j'ai envie de dire, le plat est déjà servi, on ne va pas pouvoir démêler facilement les différents éléments, ingrédients qui le composent. Qu'est-ce qui nous dit que le patient a une prise de conscience par rapport à la position infantile qu'il prendrait face à ses parents, ou que c'est plutôt la persuasion, ou une forme de renforcement de son analyste qui l'aura amené à penser cela? Est-ce la non-directivité de l'approche centrée sur la personne qui est responsable du changement, ou le renforcement verbal du thérapeute par ses reformulations ou ses reflets? Surtout que nous pouvons nous demander l'intérêt de ces vertus à utiliser des techniques, puisqu'elles n'expliqueraient, selon les études, qu'entre 8 à 15% de l'efficacité de la psychothérapie. Qu'est-ce qu'il adviendrait de ces mêmes 15% ou de ces 8% dans une pratique éclective où la théorie semble inexistante? Donc toutes ces questions, pour moi, elles semblent très importantes. Évidemment, un psychanalyste vous dira qu'il sait ce qu'il a fait comme levier. Un comportementaliste vous dira que son levier est différent. Mais j'ai envie de dire, c'est une vision, c'est une vue de l'esprit. Ça ne nous dit pas ce qu'il s'est passé pour le patient. Et n'oublions pas, et ça c'est très important, je ne sais plus quel auteur disait que finalement ces grands théoriciens, ces grands chercheurs, ces grands cliniciens n'ont fait que de reprendre les théories de leurs patients et à un moment donné en faire une théorie qui serait plus scientifique, plus propre et plus universalisable auprès de la patientèle ou de la clientèle. Donc il y a toujours quelque chose de l'explication culturelle, sociale et historique. Bien évidemment, les théories psychanalytiques, elles sont nées notamment dans un milieu, dans un endroit particulier. Le succès de la thérapie comportementale aux États-Unis, elle n'arrive pas par hasard. Elle convient à une société pragmatique qui est prise aussi dans des effets sociétaux et culturels bien précis qui ne sont pas forcément ceux de la France, par exemple. Donc il faut pouvoir replacer à chaque fois enfin, il faut pouvoir différencier quand même bien précisément ce que le thérapeute pense avoir fait et ce qui se serait réellement au fond passé et qu'on aura toujours du mal, d'une certaine manière, à pouvoir bien appréhender, quelle que soit la vigueur de nos rationalisations. Voilà, tout ça est à méditer.